Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va plutôt nickel, ici Colfab77 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo infotech. Dans cette vidéo nous allons voir trois grosses parties, donc une partie dédiée plutôt à l'automobile et à la mobilité, une partie plutôt qui concerne tout ce qui est légal et surtout tout ce qui est piratage, et une partie, donc la première partie, qui concerne tout ce qui est carte graphique, processeur et quelques autres trucs, vous allez voir ça. Alors, nous commençons tout d'abord avec la Nvidia. Comme vous le savez, les Nvidia sont toujours en rupture de stock, malheureusement. Eh bien, Nvidia, en tout cas une rumeur circule en ce moment, comme quoi Nvidia souhaiterait passer chez TSMC pour justement avoir une finesse de gravure à 7 nanomètres, au lieu des 8 nanomètres fournis actuellement par Samsung. Bon, concrètement, ça changerait quoi? Eh bien, pas grand chose, à part une diminution en ce qui concerne la puissance, donc ça pourrait légèrement baisser la puissance demandée à la carte graphique, donc du coup la consommation, ainsi que la température de chauffe. Donc évidemment, comme nous diminuons la consommation et que nous diminuons la puissance demandée à la carte graphique pour fonctionner au même niveau, eh bien nous diminuons aussi la température, donc la production de chaleur. On continue toujours sur les RTX 3080. Eh bien comme vous le saviez, Nvidia fournit à chaque version, on va dire une gamme Founder Edition. Donc la Founder Edition c'est quoi? C'est une carte graphique dite basique, donc avec un système de ventilation basique malgré le fait que la RTX 3080 dispose d'un nouveau système de ventilation. Et la particularité des Founder Edition, c'est que de une, elles sont que vendues par Nvidia, donc que vendues par le shop de Nvidia, c'est un peu leur marque de fabrique, c'est un peu leur carte graphique à eux. Et ensuite, la deuxième caractéristique des Founder Edition, et qui est extrêmement important pour chaque consommateur que nous sommes, c'est que la Founder Edition ne peut pas augmenter de prix. C'est-à-dire que là, la 3080 coûte 714 €, il me semble, donc elle ne pourra pas augmenter de prix. Elle pourra que diminuer. Eh bien là, Nvidia souhaiterait le proposer sur d'autres boutiques, dont par exemple l'entreprise LDLC, Matériel.net, Top Achat et ainsi de suite, ce qui pourrait du coup malheureusement ouvrir à la concurrence sa carte graphique qui était de base faite pour et par Nvidia. Et le seul problème que je vois, c'est que si c'est proposé sur d'autres shops alternatifs, c'est-à-dire que les prix vont pouvoir être modifiés par les shops, et ça c'est vraiment plus problématique au niveau des consommateurs. On continue cette fois sur quelque chose d'assez sympa. Donc Fantech eux aussi se mettent à offrir leur câble 12 pins. Donc comme vous le savez, les cartes graphiques, donc les RTX 3080 et 3090 demandent un câble spécifique, donc le câble 12 pins, qui comme est indiqué dispose que de 12 pins à la place des 8 pins, des 16 pins que nous avions sur les anciennes cartes graphiques. Fantech se rajoute à la liste des entreprises qui vont offrir ces fameux câbles. Donc il y avait Antec et Cooler Master ainsi que Be Quiet qui les offraient dès que vous aviez la preuve que vous aviez acheté une carte graphique et une alimentation de leur marque. Donc une carte graphique RTX 3080 ou 3090 de n'importe quelle marque, ainsi qu'une alimentation de la marque à qui vous allez contacter pour recevoir ce câble. Ensuite on continue toujours au niveau des cartes graphiques, donc cette fois sur les cartes graphiques, les Intel Xe. Je vous en avais parlé il y a quelques temps sur un précédent Infotech. Je vous avais parlé justement de Intel qui souhaitait se lancer dans les cartes graphiques gamer, donc dans les cartes graphiques pour ordi fixe. Vous allez me dire oui mais Intel s'était déjà lancé dans les cartes graphiques. Effectivement, Intel a des gammes de cartes graphiques et pour les ordi portables et professionnels. Là il souhaite vraiment se lancer dans les cartes graphiques dits gamer. Et bien justement, elles ont été repérées sur Sandra C Soft. Et là, une petite particularité, c'est que cette fois, c'était pas une simple carte graphique, mais c'était une carte graphique qui était en mode Dual GPU. Autrement dit, le Dual GPU, c'est comme un SLI ou un Crossfire. C'est deux cartes graphiques qui sont l'une sur l'autre, reliées par un pont. Donc là, pour le coup, ce serait, je sais pas comment est-ce qu'ils appelleraient, mais si ce serait une Nvidia, ce serait un pont SLI. Si ce serait du AMD, ce serait un pont Crossfire. Donc ça montre que cette carte graphique sera compatible en ce qui concerne le multi-GPU et en tout cas au minimum le dual GPU. On continue sur une autre news de GPU.
Donc là je vous ai parlé justement de Intel, et bien après Intel, un nouvel acteur souhaite rentrer dans le domaine des GPU. Donc ce qui ferait au total 4 grosses marques de GPU. Alors effectivement, là cette marque est Imagination Technology. C'est une entreprise qui n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est une entreprise qui avait déjà testé dans les années 90 de se lancer dans les cartes graphiques. Bon, néanmoins ça n'a pas très bien fonctionné malheureusement. Et là, ils souhaiteraient justement se lancer dans les cartes graphiques, mais cette fois dans le secteur mobile. Autrement dit dans les ordinateurs portables. Et ce, pour une destination de personnes voulant jouer aux jeux vidéo. Et ce, dans une gamme plutôt haute, voire très haut de gamme. Donc autrement dit, sur des ordinateurs qui pourraient coûter entre 1500 et 3000 euros, et ce pour essayer d'aller sur une qualité 4K voire 8K. Donc quand même sympathique. Il ne faut pas oublier non plus que l'ARM a été racheté par Nvidia et que du coup l'ARM, qui était quand même une grosse marque dans ce qui concerne les puces pour les ordinateurs portables, est maintenant épaulée par Nvidia, qui, on peut le dire, est quand même l'une des plus grosses marques en ce qui concerne les puces, dont les puces graphiques. Donc là, je pense que Imagination Technology ne va pas faire très long feu. Sauf si vraiment là ils sont super agressifs et qui proposent réellement quelque chose hyper rentable en ce qui concerne et la puissance et la qualité et le prix. On continue toujours au niveau des processeurs. Et bien là nous allons parler du processeur, donc le Ryzen 9 3950X, le processeur qui va remplacer le 3950X. Donc ce processeur est sous l'architecture Zen 3, on en avait parlé dans le précédent épisode, avec les 16 cœurs qui caractérisent la gamme 950, autrement appelée aussi la X950, voilà. Et bien ce processeur a été poussé jusqu'à 6 GHz, ce qui est quand même pas mal. Mais le truc qui est assez bizarre et assez perturbant, c'est que le benchmark, en tout cas le link, a été fait sous Mac OS. Autrement dit, le processeur a été poussé sur une version de Mac OS. Est-ce que ça veut dire que ce processeur sera utilisé sur les futurs Mac? Ou est-ce que tout simplement un mec a réussi à bidouiller Mac pour essayer de le tester avec ce processeur qui, je le rappelle, n'est pas encore sorti? Tout plein de questions, mais en tout cas, on n'a pas encore la réponse. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines si on a des news. Mais sachez qu'avoir un bon petit processeur comme ça peut être assez intéressant, malgré le fait que Apple souhaite se lancer dans leur propre processeur, surtout en ce qui concerne les ordinateurs portables. Donc utiliser un Ryzen, en tout cas utiliser du AMD, serait un peu bizarre au niveau de la politique qu'ils ont choisie il y a quelques mois, voire même il y a un an. On continue toujours sur les processeurs et là, on va un peu élargir le thème avec plutôt les processeurs Ryzen 5000, donc génération Zen 3. Et bien ces processeurs-là apprécieraient apparemment énormément la DDR4 en 4000 MHz. Donc ça c'est quelque chose d'assez sympathique. Sachez que les processeurs Ryzen apprécient énormément les hautes fréquences, alors que les processeurs de chez Intel apprécient plutôt les faibles fréquences. Donc là, avoir des processeurs 5000 qui fonctionnent très bien avec des barrettes de RAM en 4000 MHz serait pas trop mal. Je rappelle que les B550 et les X570 disposent d'une augmentation en ce qui concerne la fréquence des barrettes de RAM. Effectivement, sur les X470, nous pouvions aller jusqu'à 3200 MHz, alors que sur les X570, nous pouvons maintenant aller sur du quasi 4400 MHz. Voire plus sur les B550 qui peuvent aller, il me semble, jusqu'à 5300, il me semble. C'est quand même assez abusé. On continue cette fois sur les cartes mères. Comme vous pouvez le voir, il y a le petit lien conducteur qui fait toujours plaisir. Eh bien, les cartes mères de chez MSI, donc les X470 et les B450, resteront compatibles avec les Ryzen 5000. Donc il faudra juste faire une mise à jour du BIOS, ce qui pourra malheureusement peut-être ne plus permettre de mettre de processeurs d'ancienne génération, donc autrement dit, qui pourrait couper la compatibilité avec les processeurs de deuxième et de troisième génération. Donc autrement dit, les Ryzen 3000 et les Ryzen 2000. Mais bon, c'est quand même sympa de garder sa carte mère et de pouvoir changer sans rajouter le prix d'une carte mère qui vaut quand même pas mal cher, surtout les X570 qui coûtent quand même au minimum 200 €. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo,
à partager la vidéo. Et on a le petit défi d'atteindre les 100 abonnés avant la fin du mois. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous rappelle que vous avez le Discord dans la description, ce qui vous permet d'avoir de l'aide si jamais vous souhaitez monter votre ordinateur, des conseils, ou si jamais vous avez des problèmes au niveau de votre ordinateur, n'hésitez pas non plus à me MP ou à aller sur ce channel. Nous sommes dispo quasiment tout le temps. On continue la vidéo et nous continuons toujours au niveau du hardware, mais cette fois au niveau des mémoires vives et des SSD. Donc effectivement, il faut s'attendre à une baisse des prix au niveau des SSD et au niveau des barrettes de RAM. Ce pourquoi? Eh bien tout simplement puisque le marché n'est pas bon actuellement. C'est-à-dire que les entreprises produisent trop de mémoire vive et de SSD pour pas assez de clients. Donc ce qui veut dire que si vous souhaitez acheter un nouveau SSD ou de nouvelles barrettes de RAM, c'est maintenant qu'il faut acheter. En tout cas dans quelques mois au maximum. Effectivement le quatrième trimestre selon TrendForce serait un trimestre vachement déséquilibré en ce qui concerne l'offre et la demande, et donc les prix seraient plus aptes pour les consommateurs que pour les entreprises. Donc c'est plutôt pas trop mal. On continue sur une news assez sympathique. Donc un nouveau boîtier est sorti. Donc c'est un nouveau boîtier dit 100% silencieux. Effectivement c'est pas le premier boîtier que l'on voit. Be Quiet avait fait un boîtier comme ça. Il y a d'autres marques qui en avaient fait des similaires. Donc c'est un boîtier qui fonctionne sans aucun ventilateur. Alors le principe de ce boîtier, c'est qu'il va fonctionner avec un système de radiateur. Donc là vous pouvez voir le gros radiateur, le radiateur CPU. Donc là voilà comment ça ressemble. Donc là il y a la plaque en cuivre. Vous allez foutre le CPU avec ici la pâte thermique et tout. Il va y avoir le système de radiateur qui va refroidir le processeur. Et ce même système qui va permettre aussi de refroidir la carte graphique et ainsi de suite. Donc quand même quelque chose d'assez sympathique. Et sachez que ça refroidit plutôt pas mal. Puisque justement ça utilise le système de puits, de dépression et de surpression au niveau de la température. Ce qui permet à la chaleur de monter, de se refroidir ici, de refroidir le processeur et ainsi de suite. Enfin bref, je vais pas vous faire un cours de physique. Mais sachez que ça fonctionne vraiment super bien. Et c'est même vraiment étonnant de se dire qu'il faut juste ouvrir son boîtier pour avoir un super flux d'air. Ça c'est quand même assez drôle. Petit point assez négatif, c'est le prix. Donc le prix de 680 €, presque du coup 700 €. Et je vous rappelle, 700 €, c'est le prix de la RTX 3080. Donc autrement dit, vous claquez une RTX 3080 dès l'achat de ce boîtier PC. Est-ce que c'est rentable? À vous de voir. Maintenant, quelque chose d'assez sympathique, bon, qui m'a un peu déçu quand je me suis renseigné un petit peu plus, mais qui peut être assez sympa, c'est un système d'image holographique au niveau de l'écran. Donc ça, c'est Sony qui l'a publié. Effectivement, ils ont annoncé leur nouveau écran, le Spatial Ready Display, qui serait un écran holographique 4K. Il est vendu à 5000 balles. Mais en gros, ce qui m'a un peu déçu, et ça je pense que c'est à cause de l'image en tant que telle, puisqu'effectivement on ne se rend pas nécessairement compte de la qualité et de ce que ça peut rendre avec justement une simple vidéo. Mais regardez, en gros, quand il bouge, eh bien l'écran bouge un petit peu, donc sûrement avec des effets de miroir. C'est vraiment pas nécessairement impressionnant à première vue. Voilà, on peut le voir ici, là il y a un petit effet de miroir. Voilà, il montre aussi avec le système de montre. Je pense que c'est l'effet caméra qui casse un petit peu tout l'aspect technologique et tout l'aspect wow de cet appareil. Après, il faut toujours voir un petit peu ce qu'on veut nous proposer et peut-être même le tester en vrai. C'est comme un peu les écrans incurvés ou le 144 Hz. En vidéo, on ne peut pas réellement se rendre compte. Mais dès que vous en avez un, là vous vous rendez compte réellement de l'importance du 144 Hz ou du système d'incurvation de l'écran. On continue sur quelque chose d'un peu autre à l'informatique, c'est la superconductivité à température ambiante. Alors pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette infotech? Puisque bon, c'est une info, c'est technologique, d'où un peu le nom de infotech, j'ai envie de vous dire. Mais surtout, ça risque de pas mal révolutionner le monde, dont par exemple le monde des trains. Vous allez me dire, mais comment ça les trains, comment ça un aimant va pouvoir révolutionner les trains?
Alors oui, effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais la superconductivité fonctionne avec un aimant très très puissant et avec anciennement une température très très froide. Donc autrement dit, vous preniez un aimant extrêmement puissant, il me semble, le même système qui est utilisé, le même système d'aimant qui est utilisé au niveau de vos écouteurs. Donc c'est quand même des aimants qui balancent un petit peu, enfin qui sont quand même pas mal puissants. Et quand vous les mettiez à très faible température, il y avait un effet magnétique qui permettait à cet aimant de se soulever, de flotter au-dessus du sol. Et c'est utilisé au niveau des trains, donc des monorails. Par exemple au Japon, il y a un monorail qui utilise ce système de superconductivité. On appelle ça aussi la sustentation, il me semble. Et donc c'est plutôt sympathique de l'avoir à température ambiante, ce qui va du coup permettre d'utiliser ce système de superconductivité sans avoir nécessairement besoin de refroidir l'aimant, puisqu'effectivement le système de refroidissement n'est pas l'azote liquide, puisque l'azote liquide n'est pas assez frais, mais on utilise de l'hélium liquide. L'hélium liquide, le seul petit problème, c'est que c'est un gaz riche. Donc un gaz noble, un gaz riche, un gaz rare. Je ne sais pas comment est-ce qu'on vous l'a appris au niveau des cours, mais en gros c'est un gaz qui est extrêmement rare dans la nature. Et pour le créer, bon c'est un peu galère, mais en plus pour le faire passer de volatile, donc de gaz à liquide, ça demande énormément d'énergie. Donc là, l'avoir à température ambiante, ça a changé pas mal de choses, surtout en ce qui concerne les rails, en ce qui concerne les trains, et peut-être même en ce qui concerne l'automobile automatisée, et l'automobile en général, peut-être avec des automobiles volantes, ce qui permettrait de limiter la consommation d'énergie, parce qu'effectivement, ça limitera le frottement au niveau de la route, et bon, ce sera quand même assez cool, tu vois, de voler dans ta petite voiture, tu vois, à, je sais pas, peut-être à 30 cm du sol. Ça permettra aussi sûrement d'avoir des meilleures vitesses. Voilà, donc quand même un truc assez sympathique. Bon, on continue sur quelque chose de toujours assez sympathique, mais cette fois qui reste vraiment dans l'informatique. C'est le nouveau supercalculateur qu'a acquis la France. Effectivement, la France a reçu, en tout cas a créé son dernier supercalculateur. Donc il a été inauguré en janvier 2020. Alors, ce supercalculateur, c'est un monstre, littéralement. C'est un truc énorme. Il est à la 10e place du classement du top 500 des plus puissants supercalculateurs au monde. Il s'appelle le Jean Zay, donc je suis désolé pour la prononciation, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Mais sachez que c'est un truc de dingue. Ce supercalculateur dispose de 28 pétaflops. Vous allez me dire, oui, mais 28 pétaflops, c'est quoi? Ça équivaut à quoi? Eh bien, ça équivaut à 28 millions de milliards d'opérations par seconde. C'est juste énorme. Et juste pour vraiment faire un truc un peu abusé, 89 344 cœurs de calcul. Autrement dit, le processeur que je dispose, qui est quand même un processeur haut de gamme, c'est le Ryzen 9 3900X, dispose de 12 cœurs. Et bien là, je fais pas du tout le poids, quoi. Dites-vous que le Threadripper, le plus gros Threadripper qu'il existe, dispose de 128 cœurs, il me semble. Et 128 cœurs, je peux vous dire, c'est la galère pour tous les utiliser. Mais là, avec les 89 344 cœurs, là vous êtes vraiment bien. Et en plus de ça, si c'était pas suffisant, ils ont rajouté 2696 accélérateurs GPU. Imaginez un petit peu le truc. Imaginez le monstre que c'est. Et juste pour rire, juste pour vous dire qu'on joue pas du tout dans la même cour, on va dire que le PC le plus lourd, on va dire du commun des mortels en ce qui concerne les PC gamers, on va dire que c'est les 23 kg. Et encore, on est vraiment bien. Il y a un water cooling et tout, il y a un gros boîtier et tout. Et bien là, nous sommes sur du 43 tonnes. Et là, vous vous plaignez un petit peu de vos, allez, on va dire de vos 1000 watts de consommation. Et bien là, une consommation de 2 mégawatts par heure. C'est un truc énorme. Mais vraiment, juste énorme. Bon, heureusement, c'est utilisé par 1600 chercheurs et sur plus de 600 projets différents de recherche.
Bon, ça c'est quand même assez rassurant, puisque bon, utiliser une si grosse puissance pour juste une personne aurait été un peu dommage. On continue sur quelque chose de légal cette fois, donc plutôt en ce qui concerne la loi. Donc refuser de fournir votre code de déverrouillage de votre smartphone est devenu une infraction. C'est bon, la Cour de cassation a décidé que si vous décidiez de dire non, je ne souhaite pas divulguer mon code de téléphone, eh bien c'est considéré comme étant illégal si jamais un policier vous le demande. Alors le code pénal prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 270 000 euros d'amende, 270 000 euros. Vous rendez-vous bien compte, juste pour refuser de donner votre code de téléphone. Et si en plus, le fait d'avoir donné votre numéro de téléphone, enfin votre code de téléphone aurait permis d'arrêter un crime ou un délit, vous pouvez écoper jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 450 000 euros d'amende. Voilà, c'est juste énorme, quoi. C'est hyper abusé. Et surtout, n'oublions pas que Apple dispose d'une fonctionnalité qui permet aux autorités de déverrouiller le téléphone, Samsung aussi et Huawei aussi, il me semble. Donc là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Et donc, il y a un second arrêt qui a encore été fait par la Cour de cassation, mais cette fois sur tout ce qui est liberté, etc., puisque potentiellement, la loi pourrait être liberticide. De toute façon, je vous en tiendrai au courant, c'est encore en débat, mais ça peut être quand même vachement violent. On continue toujours sur quelque chose de légal. Alors, comme vous le saviez, Watch Dogs Legion sort dans quelques jours, voire quelques semaines. Eh bien, un gang de cybercriminels, le gang Egregore, a décidé de menacer Ubisoft en publiant une petite partie du code source, donc seulement 20 MO de données du code source de Watch Dogs Legion. Bon, évidemment, c'est un gang qui fait un peu les kékés, on va dire, et qui a pour habitude de craquer pas mal de jeux vidéo, de logiciels, etc. On n'oublie pas que Crysis a aussi eu ce problème-là, avec des criminels, des cybercriminels qui ont un peu manipulé et fait chanter les développeurs du jeu vidéo. Là, concrètement, je n'ai pas vu nécessairement plus de news en ce qui concerne la motivation des cybercriminels. Mais c'est une petite anecdote assez drôle, surtout quand on parle de Watch Dogs, qui est quand même un jeu de pirate informatique, et que finalement, ce jeu se fait pirater par des pirates informatiques. Je trouve ça assez drôle. C'est comme par exemple Watch Dogs 2 qui avait été piraté dès le jour de sa sortie, puisque bon, c'était un jeu de pirates. On continue toujours sur tout ce qui est piratage informatique, et cette fois sur un piratage qui malheureusement pourrait être encore plus violent sur les plus grosses entreprises. Et ce qui montre encore qu'il faut faire extrêmement attention quand vous donnez vos coordonnées bancaires et vos différents accès au compte. C'est que l'entreprise de trading, donc l'entreprise Robinhood, qui est quand même une entreprise assez connue dans tout ce qui est trading, s'est fait hacker plus de 2000 comptes différents, donc avec plus de 2000 personnes qui se sont fait vider entièrement leurs comptes. Donc pour une entreprise de trading, pour une application de trading, donc autrement dit une application où l'on va faire justement du jeu d'argent, donc autrement dit investir dans des entreprises, investir en bourse, investir en crypto-monnaie et ainsi de suite, donc forcément jouer avec son argent. Le fait de s'être fait pirater 2000 comptes est quand même assez embêtant. Surtout que, imaginons si chaque compte avait 1000 euros dans leur wallet ou dans leur portefeuille ou quoi, ça ferait quand même une bonne petite somme, surtout 2000 personnes qui se sont fait pirater. Voilà, c'est quand même assez ballot. Donc comme quoi il faut faire hyper attention. Et c'est surtout le problème, c'est que c'est pas le seul piratage qu'il y a eu cette semaine. Donc je vous avais parlé précédemment, la semaine précédente, du piratage et surtout du ransomware de l'entreprise de bateaux. Donc l'entreprise de convoi de pétrole et de convoi de conteneurs qui s'était fait pirater et ransomwareiser, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas qui a eu pas mal de problèmes en ce qui concerne le piratage, et ça leur a coûté presque 300 millions de dollars d'après ce que j'ai pu voir.
Donc là, quelque chose d'assez embêtant, surtout si des pirates me regardent ou des pirates se sont intéressés un peu à cette histoire-ci. Donc il y a des fissures et des fuites de données qui ont été trouvées par l'ASN, donc là, l'autorité de sûreté nucléaire, il me semble. Et justement, ça pose pas mal de problèmes, puisqu'imaginez, il y a une fuite au niveau du code de la centrale, ce qui veut dire qu'un pirate un peu initié ou un peu malin pourrait s'introduire dans la centrale nucléaire, mettre un ransomware, bloquer tous les systèmes de connexion et de manipulation de la centrale nucléaire, et gagner pas mal de thunes, puisque, ça je vous l'avais expliqué précédemment, mais les hôpitaux et les centrales nucléaires sont des points à risque au niveau de la cybersécurité, car effectivement, une centrale nucléaire a pas mal d'enjeux et économiques et social, puisque une centrale nucléaire qui s'arrête de fonctionner, bah, fait perdre de l'argent, car effectivement, tout le monde n'a pas un générateur de secours, et du coup, tout ce qui est entreprise n'auront plus accès, par exemple, à leur ordinateur, à l'électricité, et ainsi de suite, voire même à certains systèmes de sécurité. Il y a un facteur aussi social, puisque bon, ne plus avoir d'électricité, c'est un peu embêtant, mais surtout un gros problème de sécurité, puisqu'une centrale nucléaire, imaginons, qui est en surchauffe, ou qui a quelques problèmes et que le technicien ne peut pas résoudre, ça peut poser pas mal de problèmes. On peut le voir avec Fukushima ou Tchernobyl. Bon, là on n'était pas sur un problème de sécurité informatique, mais sur d'autres systèmes de sécurité, mais on voit bien un peu les dégâts que ça a pu créer. Donc là, la haute autorité a désigné la centrale nucléaire de Flamanville comme étant non conforme, mais c'est quand même quelque chose d'assez drôle, et j'avais un petit peu envie d'en parler, puisque bon, comme quoi, c'est pas que dans les films que l'on peut voir des centrales nucléaires se faire pirater. Bon, là on n'est pas à ce point-là, mais ça aurait pu arriver, et ça pourrait peut-être arriver d'ici quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. N'oublions pas que certains piratages de structures sont trouvés, donc c'est-à-dire que du moment où le pirate a piraté et le moment où l'entreprise a remarqué qu'il s'était fait pirater, souvent il y a presque 6 à 9 mois de délai. Autrement dit, le pirate, il a pu choper des fichiers, foutre un virus et tout, mettre un worm ou d'autres systèmes. Eh bien, vous en rendrez compte que 6 à 9 mois après. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Et donc, imaginez, là, pendant l'heure où je vous parle, là, peut-être qu'il y a des gens qui se sont infiltrés dans la centrale nucléaire, qui ont mis un worm ou je sais pas, un fisher ou je sais pas quoi, et récupèrent des données de la centrale nucléaire ou peuvent bidouiller à tout moment la centrale nucléaire. Et c'est seulement 9 mois plus tard que EDF se rendra compte qu'ils se sont fait pirater leur centrale nucléaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez abusé. Maintenant, on change un petit peu de sujet. Bon, on va aller sur quelque chose d'un peu plus light, on va dire. Donc l'emblème illuminé de Rolls-Royce est illégal en Europe. Voilà, j'ai juste envie de faire un petit aparté là-dessus, puisque moi je trouvais ça assez drôle. Mais sachez que Rolls-Royce, Jaguar et Mercedes disposent sur certains modèles de petites statues sur le capot. Donc ces statues-là sont mises sur ressort, donc pour éviter évidemment les accidents. Donc autrement dit, si imaginons quelque chose tombe sur le capot, ou imaginons vous percutez une personne, eh bien la statue va se rétracter à l'intérieur avec un système de ressort pour éviter d'empaler la personne. Et bien là, ce qui pose problème, c'est non pas la petite statue, puisque bon, ils ont trouvé un moyen, mais c'est le rétroéclairage de la statue. Donc c'est quelque chose qui coûte quand même 4000 $, voilà, c'est pas rien. Et Audi et BMW ont eu un problème similaire, mais cette fois avec leur logo, donc un logo rétroéclairé, pareil, ça posait pas mal de problèmes. Donc bon, comme quoi il faut faire attention aux détails, et ce qui me fait assez rire avec les différents concept cars que l'on peut voir, ou les différentes images de voitures que l'on peut voir, de voitures typées futuristes, que l'on peut voir sur le net, et ça montre que l'Europe pourrait potentiellement interdire ces différents modèles. On continue toujours sur l'automobile avec Huawei qui s'attaque maintenant aux géants de la voiture électrique. Donc ça, je vous en avais parlé la semaine précédente de Epic Games qui avait fait un contrat avec General Motors. Je vous avais aussi parlé de la semaine juste avant encore de Nvidia qui a fait un partenariat avec Mercedes. Et encore avant de AMD avec Tesla. Tout ça pour dire que Huawei s'attaque à Tesla. Et il ne faut pas oublier que Huawei avait montré au CES qu'ils étaient capables, grâce à leur simple caméra de téléphone, de pouvoir contrôler et autopiloter leurs différents automobiles.
Donc ils avaient montré ça au CES, j'essaierai de vous retrouver des images à l'heure où je vous parle. Peut-être avez-vous vu cette vidéo sur internet dans laquelle le constructeur place son Mate 10 Pro sur la planche de bord et fonce en direction d'un chien et au dernier moment, eh bien, le véhicule lévite de manière complètement autonome. Et regardez, eh bien là encore, le smartphone est installé sur la planche de bord, sauf que, première petite subtilité, eh bien c'est que sur le toit de cette Porsche Panamera est installée une véritable caméra. Et oui, la caméra du smartphone, on le sait, ça a des vrais problèmes de mise au point sur la distance. Évidemment, ça fonctionnerait aussi très très mal dans des conditions comme les nôtres, puisque eh bien, on a de la pluie, de la neige sur le pare-brise et donc le smartphone il n'y verrait plus rien. Donc là, eh bien, première donne, ça change par rapport à la vidéo du constructeur qui assure le coup avec cette caméra présente dans le coffre de toit. Une fois qu'on est à bord, eh bien, on a cette application qui communique avec le véhicule. Le smartphone, il est relié en USB à la caméra qui est sur le toit et en Wi-Fi à un équipement qui est en fait un espèce de gros ordinateur qui va lui servir donc de calculateur. Et regardez, le véhicule fait réellement la manœuvre que je lui ai demandé. Donc là, Huawei dit que tout ce que Tesla peut faire, nous pouvons le faire. Ce qui est tout à fait vrai, puisque Huawei fait partie quand même des plus grosses entreprises. C'est la troisième plus grosse entreprise au monde, donc derrière Samsung et derrière Apple. Mais elle est en train en ce moment de grappiller pas mal de parts de marché par rapport à Apple. Et honnêtement, si ça se lance dans l'automobile, bon, espérons qu'ils ne seront pas bannis comme au niveau de leur téléphone aux États-Unis. Mais ça pourrait être vachement intéressant, surtout que ça pourrait encore créer de la concurrence. Et avec Google, Amazon, General Motors et Mercedes qui se lancent dans l'autopilote ainsi que BMW et Volkswagen, là ça rajoute en plus un concurrent, ce qui pourrait faire une réduction du prix de l'autopilote, de cette technologie qui coûte quand même pas mal cher, qui coûte 4000 $ il me semble sur des Tesla. Donc voilà, c'est quand même assez sympathique. Et ce pourrait être assez cool de voir potentiellement une nouvelle voiture équipée d'autopilote et en plus d'une autre marque de téléphonie, comme par exemple ce qu'on peut voir avec Samsung ou avec Sony dans leur marque d'automobile. Et pour terminer, une news assez sympathique qui a fait pas mal de buzz, c'est le tout nouveau avion on va dire d'affaires, donc le jet d'affaires supersonique. Donc c'est un jet qui voudrait atteindre les 2 Mach, donc autrement dit 2 fois la vitesse du son. Voilà, donc Mach 2,2. Donc c'est un avion qui pourrait faire un Paris-New York en moins de 3 heures, donc plutôt sympathique. Il y aurait entre 65 places et 88 places, et l'avion coûterait, d'après ce que j'ai pu lire, 200 millions à peu près, et il y a déjà des acheteurs, donc voilà. L'avionneur indépendant américain a levé 160 millions de dollars pour le projet, et il se passe que j'avais lu que Corsair et Emirates, il me semble, avaient déjà acheté des avions, donc à voir, mais après aussi, surtout ce qu'il faut voir, c'est le prix du billet. Car effectivement, si c'est comme pour le Concorde, où le billet coûtait 50 000 $, bon, je suis pas sûr que tout le monde puisse y aller à l'intérieur. Voilà. Et bien du coup, c'est à peu près tout pour cette semaine en ce qui concerne les news et infos en informatique et en high-tech. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et je vous rappelle, évidemment, on a le défi des 100 abonnés avant la fin du mois. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez en masse cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc lundi, une vidéo « Est-ce que les marques nous arnaquent ?» Je vous spoil pas la marque, mais en tout cas, c'est plutôt assez intéressant. Ensuite, le mercredi sur le bon deal. Donc on reprend le rythme de le bon deal. Le samedi, une autre petite vidéo informatique. Et dimanche, du coup, une autre vidéo infotech. C'était Colfab77. Allez, bye bye.